Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, enfin, en tout cas de vous montrer que le monde de l'emploi a changé grâce aux nouvelles technologies, voir comment on est passé en fait, du Minitel à Internet, voir quel est le marché de l'emploi aujourd'hui, comment ça a évolué, qu'est-ce qu'on peut faire demain, comment aussi on peut prévoir éventuellement, voilà, tel métier m'intéresse, est-ce qu'il y a une chance qu'il soit robotisé ou pas. Mais en tout cas, je vais vous donner quelques pistes, il n'y aura pas forcément des réponses absolues à tout ça, mais en tout cas des pistes de réflexion, vous pourrez après approfondir chez vous, ou on pourra en parler après tout à l'heure. Alors voici ce dont on va parler aujourd'hui. Alors juste pour information, toutes les diapositives que je présente ici sont déjà disponibles en ligne sur Internet, sur une adresse que je vous afficherai à la fin. Donc vous pouvez prendre des notes, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre en photo aussi les diapos. Pour information aussi, ma conférence est filmée, ce qui fait que d'ici quelques semaines, vous pourrez retrouver ce que je suis en train de dire là en direct, enfin en direct, en différé du coup, sur Internet, des formations. Donc aujourd'hui, nous allons voir le marché de l'emploi, se former, Internet, comment ça a évolué, et les nouvelles technologies à suivre. Alors nous allons surtout insister sur les deux premiers points. On travaille à OSE 78 justement sur le monde de l'emploi, c'est le marché de l'emploi et se former. Alors le marché de l'emploi, on va voir quels sont les nouveaux métiers, les métiers qui disparaissent, les prévisions, après une chose qui peut intéresser certains, les salaires, voilà. Les statuts, où travailler, est-ce qu'on aura plus de chances de trouver un emploi à Mayotte qu'à Paris? Quel suspense, on verra ça après. Déjà un chiffre assez fort, assez parlant, c'est que 47% des emplois seraient automatisables d'ici 20 ans. Alors vous dites en France ça sera peut-être un petit peu différent, on estime à peu près à 42%. Donc c'est un chiffre qui fait quand même assez peur, et d'ailleurs qui est un petit peu fou parce que ce chiffre-là date de l'année dernière, donc on est à 19 ans. Dans 19 ans, on se rapproche de quelque chose comme ça. Mais on entend aujourd'hui tous les jours, que ce soit à la radio ou dans les journaux, on entend qu'il y a des sociétés qui ferment, qui bougent, etc., grâce ou à cause, en tout cas, des nouvelles technologies. Donc je donnerai quelques exemples un petit peu plus tard, mais c'est une vérité, c'est qu'effectivement, un travail à la chaîne pour un être humain, c'est brutal, c'est répétitif, c'est désagréable, etc. Il faut payer la personne, et quand on se rend compte qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus sécurisé avec un robot, une machine, même quand je dis robot, c'est aussi au sens large, c'est point de vue aussi logiciel, on parle de robot aussi logiciel, donc des choses complètement immatérielles, on va voir que c'est des choses qui sont faisables aujourd'hui et qui permettent normalement à tout le monde de s'y retrouver. Alors, un petit paradoxe, parce que maintenant il y a des sondages qui sont arrivés depuis peu, et on a une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui est réfractaire aux nouvelles technologies. Voilà, c'est dans les grandes lignes, oui. Voilà, même 60% des Français, là, un sondage assez récent qu'on m'a montré, 60% des Français sont, alors pas tout à fait réfractaires, mais en tout cas ont peur des nouvelles technologies, et beaucoup aussi affirment que ça va m'enlever mon emploi, qu'est-ce qui se passe après, je veux pas qu'on me remplace par une machine, mais c'est le même problème que les lavandières ont disparu, on parlait d'autres exemples, les opératrices de téléphone ont changé un peu de métier. C'est le problème aussi des voitures autonomes, après que vont devenir les taxis, le taxi va peut-être devenir pilote d'un ensemble, il y aura peut-être une centaine de petits véhicules autonomes à gérer à distance. Voilà, on ne sait pas comment va se transformer son métier, mais en tout cas les plus optimistes disent qu'il va y avoir un décalage, un transfert des métiers humains vers les métiers robotiques qui va se faire tout doucement, et normalement l'être humain devrait pouvoir retrouver sa place. Et là, d'un point de vue statistique, d'un point de vue purement économique, on se rend compte que l'Allemagne, entre autres, le Brésil aussi, il y a d'autres pays, où plus on augmente la robotisation et plus l'emploi se stabilise. Voilà, on arrive à faire un lien entre les deux. Alors je parlais d'entreprises aussi qui avaient décidé de robotiser, d'automatiser certaines de leurs tâches. Alors quelque chose de très proche de nous, le 18 janvier 2016, ça s'est passé à l'hôpital de Tours. Il y a une société qui a installé un logiciel de dictée vocale très connu, qui est utilisé déjà depuis de nombreuses années, mais il est tellement efficace aujourd'hui que finalement ces 150 postes qui risquent de disparaître, parce que c'était 150 personnes qui tapotaient sur leur clavier tous les jours les comptes rendus médicaux, et donc c'est vrai que c'est un frein à leur carrière. Donc comment on peut voir ce déplacement? Moi je le vois un petit peu différemment, c'est que je vois que finalement la société Nuance,
qui développe des logiciels de reconnaissance vocaux, qui aujourd'hui a quasiment le monopole, d'ailleurs, en France, sur des outils de haute performance en reconnaissance vocale. Il y a des concurrents, mais en tout cas, il a un certain monopole pour certains outils. Il emploie 14 000 personnes à travers le monde. Donc, effectivement, d'un côté, on risque de licencier ou de reclasser 150 personnes, mais de l'autre, on a 14 000 personnes qui travaillent grâce à un outil qui est développé chez eux depuis très longtemps. Cet outil-là, la société Nuance, existe, alors avant changé de nom, mais ça existe bien avant l'an 2000. Donc c'est des logiciels qui sont aujourd'hui très efficaces, peuvent retranscrire directement la parole. C'est pour ça que je donne aussi un petit exemple. Vous avez Skype Translator, qui est encore en version de démonstration, qui vous permet de communiquer avec un asiatique, un portugais, etc. Alors, vous ne connaissez pas du tout la langue, et va vous retranscrire automatiquement et traduire ce que votre interlocuteur est en train de dire. Donc quid des traducteurs qui n'arriveront pas à taper aussi vite que ça. Alors c'est encore, voilà, c'est un langage pas très clair, mais voilà, c'est juste pour donner une idée de ce qui est possible de faire, notamment en matière de reconnaissance vocale et effectivement des métiers qui risquent d'être impactés. Alors quels sont les métiers et comment on pourrait faire le distinguo entre robots et humains? Alors deux choses qui sont assez claires, je pense que tout le monde a ça dans son esprit, c'est que le robot, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est lié à la sécurité, la rapidité, la disponibilité, ça le robot, il peut faire. On envoie un robot à la casse, c'est pas gênant. Un être humain dans un environnement un peu hostile, là ça va être un petit peu plus compliqué. L'humain, par contre, a quand même des grands points importants aussi que le robot n'arrive pas encore avec lequel le robot n'arrive pas à rentrer en compétition. C'est tout ce qui est créativité, empathie, aide à la personne et négociation. Un robot, c'est vrai que c'est pas très humain, dans le sens propre du terme. Tout ce qui est créativité, on parle d'intelligence artificielle, on voit des robots qui arrivent maintenant à peindre des peintures de Van Gogh à partir d'images sources, etc. Mais ils n'arriveraient pas à créer quelque chose ex nihilo, de rien, enfin, pour le moment. Donc on a encore une petite marge là-dessus. Tout ce qui est aide à la personne, donc tout ce qui est métier docteur, assistante sociale, etc. Pareil, ce sont des métiers qui aujourd'hui sont conservés. En tout cas, on a de plus en plus besoin dans ce secteur-là. C'est un secteur qui marche bien parce qu'on ne peut pas automatiser facilement. Et tout ce qui est négociation. Effectivement, moi j'ai déjà essayé avec mon distributeur automatique de billets de négocier, mais il m'a toujours donné le même montant. Hein. Ça ne marche pas terrible. Alors, quelques exemples de métiers conservés. Alors, vous avez les docteurs, ceux dont j'ai parlé, travailleurs sociaux, psychologues, artistes, managers, designers. Je pense que là, il n'y a pas de surprise. Et les métiers en transition. Alors là, par exemple, il y en a un qui m'a surpris, c'est secrétaire juridique. Alors pourquoi? Quand on se pose la question, ça va être remplacé par les outils de reconnaissance vocaux, enfin de dictée vocale, et par Google. Voilà, ou des versions plus élaborées, spécialisées, parce qu'il existe des dictionnaires en ligne, des Wikipédia orientés services juridiques. Les ouvriers, alors par exemple aussi le cas des maisons qui s'impriment maintenant, on a des structures, depuis quelques mois maintenant c'est quelque chose qui fonctionne, on verra après à quelle vitesse ça va pouvoir remplacer les ouvriers, mais on peut imprimer une maison en 3D avec une vitesse phénoménale, je n'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais il suffit de quelques jours pour construire une maison. Voilà, imprimer de rien avec des frais vraiment moindres. Les télévendeurs peuvent être remplacés par des outils vocaux. D'ailleurs, qui n'a pas, sur iPhone, vous avez Siri, etc. Vous posez une question, il vous répond. Il y a des outils déjà un petit peu plus sophistiqués qui existent aussi pour la SNCF ou d'autres entreprises. Même problème pour les banques, les assurances, les agences de voyage qui sont maintenant en ligne. Il y a de plus en plus d'agences qui se ferment. Et le même problème également pour les transports, donc la voiture autonome. Déjà, on a ubérisé, entre guillemets, le service des taxis. Bon, ça a fait le boucan dont on a entendu parler. Donc, les taxis sont mécontents, pas qu'en France, même à travers le monde, il y a des problèmes un petit peu partout. Mais qu'adviendra-t-il des taxis lorsqu'on arrivera aux voitures autonomes? Et pareil pour les routiers ou les transports de marchandises assez volumineuses. Tout ça, si on arrive à l'automatiser, va se poser des questions sur ces emplois. Alors les emplois renforcés dans tout ça, parce que le robot a encore besoin de l'être humain. Vous avez notamment les ingénieurs robotiques qui sont très demandés. D'ailleurs les écoles manque d'élèves. Donc si jamais dans vos entourages vous trouvez des gens qui sont orientés vers la robotique, allez, vas-y, il y a de la place. Les techniciens en automatisme, mécatroniciens, développeurs, data scientists, sécurité, tout ce qui est lié à la sécurité informatique,
qui s'appelle Traffic Manager, bioinformaticien. Alors dans cette liste-là, Data Scientist, c'est des gens qui travaillent avec des grosses données, c'est-à-dire que c'est pas la liste des clients ou les achats-ventes de la journée, non, ça va être les achats-ventes sur 10 ans, 20 ans, plus d'autres informations qui n'ont, semble-t-il, aucun rapport. On mélange tout ça et on voit quelles sont les données pertinentes pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Pour donner un ordre d'idée, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la science du big data qui garantissent 30% de chiffre d'affaires en plus quand ils automatisent. Donc ça peut être assez énorme. Et Traffic Manager, ce sont les métiers qui sont liés au trafic, au réseau, pour voir comment gérer les flux de données, etc., ou même les flux d'informations. Et bioinformaticien, là c'est comment mélanger l'informatique à la biologie. Alors pourquoi pas travailler sur des futurs processeurs qui seront biologiques. On fait des essais, on fait des tests là-dessus actuellement. Ensuite, les nouveaux métiers. Alors les nouveaux métiers, alors là je parle de ceux qui n'existent pas encore, donc c'est impossible à prévoir à 100%, donc j'ai fait des petits sondages, donc voici un petit peu ce qui sort rapidement. Les imprimeurs de maison, parce qu'il faut superviser quand même un petit peu tout ça, voir si c'est la couleur qu'a demandé le client par exemple. Psychologue pour robot, il est le pauvre parce qu'il ne sait pas forcément, voilà, on lui demande de travailler H24, etc. Et d'ailleurs vous avez Google qui a fait un robot, une vidéo où on voit un robot qui est maltraité, enfin, entre guillemets, il y a un ingénieur qui le pousse par terre, et qui tire, en fait il essaie de récupérer une boîte, on l'empêche de récupérer la boîte, et il y a des gens qui sont offusqués, ils disent pourquoi vous maltraitez ce robot? Donc il y a le côté psychologique qui un jour ou l'autre va rentrer en ligne de compte, et on ne s'en rend pas compte encore, mais ça va être important. Pilote de flotte de drone, effectivement, bon, si la voiture est autonome, ok, on peut la piloter à distance, dire tu pars du point A au point B, pourquoi pas après gérer 1000, 2000 voitures, jusqu'à ce qu'on arrive à automatiser le pilote de flotte. Formateur pour robots, oui, parce que j'ai envie quand même de continuer à travailler. Le chasseur de drones, alors ça c'est aussi des choses aujourd'hui, alors c'est un petit peu caché par l'armée, etc. Mais effectivement, il y a des spécialistes maintenant qui vont à la chasse aux drones pour pouvoir capturer les drones, pour pouvoir les faire tomber tout doucement après en parachute. Donc effectivement, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus important, surtout si on a des sociétés comme Amazon ou les livreurs de pizza qui arrivent à trouver, d'un point de vue législation, à nous livrer nos marchandises à domicile. C'est des choses qui sont étudiées actuellement, il y a des essais qui sont faits aussi. Les métiers assistés, alors ça c'est important, on parle aussi de cobotique, je ne sais pas si vous connaissez le mot, c'est des robots en fait qui viennent vous aider. Par exemple, pour les infirmiers, maintenant vous avez des robots qui vous permettent de poser des cathéters de façon automatique. Et ça existe depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, au lieu de perdre entre guillemets quelques minutes à l'installer, de risquer ceci, cela, on pourrait demander directement au robot de le faire et donc gagner quelques minutes. Traducteur, je vous montrais tout à l'heure quels étaient les avantages de passer par les systèmes autonomes. Et l'employé de maison, avec tout ce qui est Roomba, vous savez, les robots aspirateurs, maintenant vous avez les robots aussi qui lavent les vitres, etc. On pourrait s'imaginer que l'employé de maison de demain ouvre son valise et il y a toute une panoplie de robots qui vient nettoyer la maison. Pourquoi pas? On verra ce que ça donne. En tout cas, ce sont des emplois qui sont... Ah, je vais trop vite, là, je vais sur les salaires, j'ai tout de suite les gens. Donc je vais passer très rapidement sur les salaires. Non, je donne aujourd'hui une idée des salaires. Alors c'est en brut. Il n'y a pas tous les salaires, tous les métiers liés aux nouvelles technologies, surtout orientés informatique, avec un petit peu aussi d'infographie, formateur pour ne pas m'oublier, tout ce qui est ERP. Bon, vous voyez que ça oscille. Le moins payé, entre guillemets, c'est l'infographiste. C'est un rêveur, il ne travaille pas pour l'argent. C'est ce que son patron lui répète souvent. Et effectivement, après, vous avez, parmi les plus chanceux, vous avez les responsables informatiques, qui sont effectivement aussi en même temps sur un siège éjectable, donc ça il ne faut pas l'oublier, voilà, le projet ne fonctionne pas, pouf, au revoir. Vous avez aussi, alors, ceux qui arrivent à se débrouiller pas mal, ce sont les responsables en atelier infographie, ils arrivent à vivre de leur art et puis à gagner dans les 90 cas par an, donc ça c'est pas mal. Mais on voit que ça reste quand même assez... voilà, il y a une fourchette, alors la fourchette est donnée aussi par rapport au nombre d'années d'expérience. Le débutant, par exemple pour l'intégrateur web, le webmaster, 25K et pour la première année, et puis il peut monter jusqu'à 45K en fin d'année. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ces chiffres-là, il faut se demander aussi justement quels sont les risques d'occuper tel poste. Effectivement, le chef de projet, c'est un poste à responsabilité. Du jour au lendemain, si effectivement le projet ne fonctionne pas bien, il y a un rachat par une autre société ou quoi, voilà, ça peut mal se passer, mais ça je pense que vous avez conscience. Pour tout ce qui est aussi administrateur système réseau, même problème,
problème, qu'est-ce qui se passe quand il y a une fusion de deux entreprises? Est-ce qu'on va garder deux administrateurs ou on va plutôt essayer d'en bazarder un ailleurs? Donc ça, il faut aussi penser à ça. Et des métiers qui sont assez récents, qui sont... alors data scientist d'ailleurs qui est 2 fois, excusez-moi, mais il y a data scientist, data analyst, l'analyste est moins bien payé. Voilà, le premier c'est analyste, le deuxième scientist, ce sont les gens qui manipulent en fait les données. Il y a une très forte demande aujourd'hui. Donc si ça vous amuse de manipuler des données comme un Rubik's Cube et vous connaissez un tout petit peu dans tout ce qui est intelligence artificielle lié justement à ces manipulations de données, là c'est très demandé, vous pouvez même demander plus, en tout cas vous êtes embauché de recherche. Alors les statuts, on m'a demandé quels sont les statuts aujourd'hui dans la nouvelle technologie, on embauche comment. Je dirais que par rapport à votre ambition, enfin, par rapport à votre secteur, si vous travaillez en tant qu'analyste programmeur, développeur, chef de projet, etc., en général le CDI est quand même en tête de liste. Il est quand même assez rare aujourd'hui de trouver des CDD, par exemple, pour un développeur. Un projet en informatique, en CDD, ça peut arriver, mais voilà, c'est souvent des projets qui sont assez longs, parfois de plusieurs mois. Mais voilà, pour renforcer une équipe, ça peut quand même arriver, mais je dirais que le principal contrat qui est proposé encore aujourd'hui, c'est le CDI. Il peut exister aussi des CDD, l'intérim, pour des projets de très courte durée, et ça dépend aussi de votre orientation. Si vous êtes plutôt dans l'infographie, par exemple, on va plutôt vous proposer de l'intérim ou du CDD. Voilà, ça va dépendre du secteur, si vous êtes plutôt développeur, ou vous êtes plutôt dans l'infographie, etc. Après, il y a d'autres statuts, si vous voulez être autonome. Vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez être en partage salarial, vous pouvez aussi réfléchir à monter votre propre entreprise en URL, SARL, SAS. Je pense qu'il y a déjà eu des petites conférences sur le sujet pour voir quel statut prendre, etc. Ça va dépendre si effectivement vous voulez être autonome ou non, ça va dépendre de tellement de choses, mais je dirais que dans tous ces types de contrats, le CDI est le plus demandé. Après, si vous voulez être autonome, faites attention, c'est comme partout, c'est que vous pouvez avoir des entreprises qui disent oui, je veux vous embaucher en CDI, il n'y a pas de problème, mais bon, dans un premier temps, soyez auto-entrepreneur et puis on verra dans 12 ou 24 mois si on peut vous embaucher. Là, ça peut poser problème. Mais je dirais que dans l'ensemble, voilà, c'est assez, on a encore le choix en fonction de certaines attitudes qu'on veut prendre. Où travailler? Alors, je parlais de Mayotte tout à l'heure, mais l'Île-de-France concentre la moitié des emplois en informatique. Donc, on a de la chance, on est à Versailles, donc on a encore beaucoup de choix dans la région. Sinon, il faut savoir, ça je pense que vous en avez déjà conscience, c'est que les grandes villes et des pôles d'activité sont assez attractifs. Il y a des exceptions aussi qui existent, c'est que je connais des gens qui sont très bons dans les nouvelles technologies, qui décident de travailler en télétravail, à leur compte, etc. Donc il ne faut pas oublier qu'effectivement qu'avec Internet, on peut travailler un petit peu partout, mais là, il ne faut plus vraiment... Il y a des sociétés qui proposent en CDI du télétravail, mais vous demandera quand même de venir de temps en temps pour faire acte de présence. Par contre, si vous voulez vous isoler dans un chalet à la montagne, il faudra également penser à avoir du haut débit. Et ça, c'est crucial aujourd'hui pour certaines activités. Je pense notamment aux personnes qui manipulent beaucoup de données, des grosses quantités de données. Alors on peut se dire, bon, d'accord, mais ça peut être quoi comme métier? Ça peut être simplement photographe ou quelqu'un qui se met à la vidéo. S'il n'a pas de fibre, il va être très embêté pour travailler. Et tout ça est fonction effectivement des horaires de votre travail, de la qualité de vie, des objectifs que vous voulez vous fixer. Et là, ici, un petit chiffre pour montrer vraiment la différence. Alors ça, ça montre les emplois en informatique, donc ça ne montre pas tous les emplois, mais ça donne quand même une bonne idée de la disponibilité. Ça, je l'ai fait avec le BMO de Pôle emploi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui permet de faire des statistiques par rapport aux emplois actuels. Et on voit effectivement que l'Île-de-France absorbe la moitié des emplois. Et tout à la fin, à Mayotte, on cherche, mais voilà, vous avez peu de chances de trouver quelque chose. En tout cas, il faut chercher longtemps. Quelques liens aussi que vous pouvez retrouver sur la PowerPoint et sur le site internet. Donc vous avez le site de la BBC qui est assez rigolo. Vous pouvez taper le nom en fait de votre métier ou du métier que vous voulez faire et il va vous indiquer quel est le degré d'automatisation possible de cet emploi. Donc vous tapez secrétaire juridique, ça veut dire 100% et il va vous transformer en robot. Oxford et Roland Berger ressortent les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le coût des 50% des métiers qui vont disparaître. Donc si vous ne me croyez pas, enfin, en tout cas si vous ne les croyez pas, vous pouvez voir quels sont leurs raisonnements. Je passe à se former.
S'il y a des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Là, je passe directement à se former. Donc, il y a des différentes familles de métiers. Quels sont les diplômes et les emplois qui sont associés au diplôme? Parce qu'avoir un diplôme, c'est bien, mais si on a un emploi derrière, c'est mieux. Et quelles sont les évolutions possibles? Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas faire un choix et pas m'arrêter et ne plus pouvoir faire autre chose après derrière? Alors, un petit rappel des grandes familles de métiers. Vous avez tout ce qui est programmation et développement, langage informatique différent, production et gestion de contenu, en résumé, c'est les bases de données, interface et création numérique, voilà, les jolis petits boutons et tout ça que vous avez sur votre téléphone portable, les icônes, etc., ou même les infographies diverses et variées, les métiers liés à l'infrastructure et au réseau, les métiers liés à la conception et la gestion de projet, et communication et marketing. Voilà. D'ailleurs, si vous retrouverez en fait ces grandes familles de métiers sur le petit site qui est indiqué en bas, et dans lequel vous pouvez creuser après au fur et à mesure pour trouver l'emploi qui correspond à ces grandes familles. Alors, quels sont les diplômes? Alors, pour ceux qui... je vois quelques-uns qui sont encore au collège, donc ça va. Voilà, quels sont les diplômes? Alors, si à un moment donné vous voulez faire des études diplômantes, avoir un diplôme niveau Bac+2, Bac+3 ou autre, il faut savoir en gros quels sont les métiers qui sont accessibles. Alors, au niveau Bac, BEP, CAP, dans les grandes lignes, c'est de la maintenance informatique et réseau, technicien de production, hotliner qui reviennent le plus souvent. En BTS, il y a 2 BTS. Alors il faut faire attention parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont été un petit peu déçus par le second. Leur premier BTS Iris, c'est informatique et réseau pour l'industrie et les services techniques, très long à dire. Et le deuxième, BTS informatique de gestion. C'est pour le deuxième. En fait, c'est vrai que c'est de l'informatique de gestion. Et donc j'ai vu des gens qui étaient un petit peu déçus parce que on fait un peu de programmation, etc. Mais vous n'en ferez pas autant, par exemple, que si vous passez un DUT informatique. Là, vous êtes plus à même de manipuler différents langages de programmation, etc. C'est des choses un petit peu plus poussées pour les analystes programmeurs, par exemple. Donc si vous voulez être plutôt analyste programmeur, je vous conseillerais plutôt de passer un DUT. Donc pour devenir aussi, vous avez des DUT spécialisés dans l'animation 2D et 3D. Vous avez des DUT spécialisés pour être développeur, pour travailler dans le milieu industriel, pour devenir intégrateur web, etc. Ensuite, à Bac+3, c'est là que ça se complique un petit peu. En fait, c'est souvent une spécialisation. C'est-à-dire que vous voulez vous orienter plutôt sur l'analyse d'images ou comment adapter mon projet par rapport à un réseau. Voilà. Bac+3, je vois plutôt, en tout cas c'est ma vision, plutôt une spécialisation. Et après, si vous suivez un cursus pour devenir ingénieur, vous pouvez après viser des emplois où là, de data analyst, data scientist, ou architecte, réseau, logiciel. Et à Bac+8, là, vous téléphonez directement à Google, ils embauchent. Voilà, vous pouvez devenir chercheur en milieu public ou privé. Et par rapport au salaire, on se rend compte qu'effectivement, le milieu privé embauche plus que le milieu public. Et qu'il y a une fuite en France, c'est que effectivement, les gens qui ont des doctorats en France en informatique, pouf, ils partent aux États-Unis, par exemple. Donc voilà. Les cursus courts, parce que là je sais que vous vous inquiétez un petit peu, dire voilà, je vais pas faire Bac+8 en informatique, pourtant ça me motive, mais j'aurais quelque chose d'un petit peu plus court. Alors vous avez la possibilité, alors, avec ce qu'on appelle les CPF ou les DIF, je ne sais pas si vous connaissez, compte personnel de formation, ou des DIF, je ne me souviens plus tout à fait, c'est le CPF remplace le DIF. Voilà, voilà c'est ça. Et il y a le CIF aussi, congé individuel de formation. Alors, vous avez la possibilité, donc même si vous êtes par exemple à Pôle emploi, de négocier ce type de formation, ou si vous êtes actuellement en poste, de négocier aussi ce type de formation avec votre employeur. Alors, je vous donne une petite astuce, hein, si jamais vous ne savez pas comment négocier le budget, ou savoir si vous avez droit ou pas, contactez le centre de formation. Eux, ils vont savoir quelles sont les astuces, justement. Voilà, ils vont s'intéresser à votre projet. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des modules seuls. Donc, ça va être pareil en fonction de vos finances, aussi vos acquaintances avec un langage que vous voulez apprendre. Alors, vous vous intéressez au langage HTML. Ben, il faut savoir que vous pouvez l'apprendre en 3-5 jours en fonction du niveau. Bonjour monsieur. Il doit rester une petite place. Ensuite, pareil pour tout ce qui est Photoshop, HTML. Mais alors, c'est pareil, au contraire de ce qu'il y avait avant, ça ne sera pas diplômant. Donc, effectivement, en 3 jours, si vous arrivez à avoir un diplôme, vous êtes fort. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir des cursus complets. On va vous proposer, par exemple, le cursus de webmaster ou analyse programmeur. Et là, ça va être une série de modules
qui sont proposés semaine après semaine. Vous avez par exemple, pour devenir analyste programmeur, vous allez faire une petite semaine d'algorithmie, alors si, alors, sinon, où, quoi, non, pourquoi, etc. Ensuite, vous allez l'appliquer dans le monde réel avec un langage de programmation, du C, C++, if, parenthèse, A ou B, C, voilà, supérieur, etc. Et à la fin, vous avez effectivement les compétences nécessaires et suffisantes pour devenir analyste programmeur. Alors, n'hésitez pas aussi à négocier, à parler avec eux en fonction de votre motivation, etc., pour voir si effectivement c'est fait pour vous. Parce que j'ai déjà vu des gens qui s'étaient un petit peu emmêlés les pinceaux, qui voulaient faire en gros du Photoshop et qui se retrouvaient à faire du C++. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps et à étudier, notamment avec le centre de formation, si effectivement vous faites les bons choix. Et n'hésitez pas à voir aussi sur Internet, vous avez tellement de documentation, voir si c'est bien l'orientation qui vous intéresse, mais prenez vraiment le temps de voir ce qui vous intéresse. Et enfin, vous avez une dernière chose aussi qui peut intéresser. Alors là, pour le coup, on n'aura pas le droit à un diplôme comme avant, mais vous avez des choses aussi qui ont une très grande valeur aussi auprès des entreprises. Ce sont des certifications, notamment sous MS Office, pour les administrateurs, j'ai dit robots, pas encore, réseau, Adobe Photoshop. Vous avez la possibilité soit d'avoir aussi une formule pour vous préparer la certification, ou carrément passer la certification. Alors, il vaut mieux vous préparer et ensuite la passer, dans ce sens-là. Et effectivement, du coup, vous avez différents degrés, différentes médailles qui vous sont attribuées et qui sont reconnues dans le monde professionnel. Effectivement, si vous avez une certification en tant qu'administrateur réseau avec tel et tel détail, à ce moment-là, vous avez plus de chances de trouver un emploi. Et je vous donne encore d'autres pistes. On va supposer dans le pire des cas que Pôle emploi et compagnie n'ont pas voulu vous trouver une orientation, ou en tout cas vous n'avez pas trouvé ce qui vous intéresse, ou alors vous êtes quelqu'un d'autodidacte, vous voulez apprendre par vous-même, ou les horaires ne vous conviennent pas. Vous avez encore toute cette liste, ce que j'appelle les autres pistes. Vous avez les MOOC, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. Les SPOC. Ah, moi non plus je ne connaissais pas il y a quelques semaines. Alors, ça n'a aucun rapport avec la personne avec les grandes oreilles. C'est Small Private Online Course, c'est exactement la même chose que le MOOC, sauf que c'est en plus petit nombre. Donc là, vous pouvez faire des cours à 4, 5, 6 personnes, au lieu de faire des cours avec les MOOC à 100, 200 personnes simultanément. Donc il y a quelque chose d'un petit peu plus convivial. Sinon, ne pas oublier, quand vous vous lancez dans un langage ou un logiciel, n'oubliez pas qu'il existe aussi des fois des documentations officielles. Vous cherchez un langage de programmation, vous regardez s'il y a un éditeur qui est associé à ça, ah oui, ah puis tiens, il y a toute une documentation en ligne, chouette, ça va me permettre de pouvoir me documenter avec les vraies informations de l'éditeur. Vous avez plein de tutoriaux en ligne, je vous passerai les détails parce que vous en avez beaucoup. Vous avez aussi ce qu'on appelle les réseaux qui sont virtuels ou réels, par exemple vous avez les meet-up, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, ben ça, Meetup, c'est une espèce de gros agenda en ligne. Et effectivement, pour se former, il y a des rendez-vous pour pouvoir apprendre tel ou tel langage de programmation, même sur apprendre la confiance en soi, etc. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant, ou c'est peu cher, pas cher, ou très cher. Enfin voilà, il faut se méfier un petit peu, mais il y a des choses intéressantes. Vous avez des Fab Labs aussi, ce sont des lieux où des fans de nouvelles technologies se réunissent, se rencontrent. Et effectivement, ça peut être aussi un moyen, du coup, si vous êtes motivé par une nouvelle technologie, que vous faites un projet dans un Fab Lab, de rencontrer des gens et peut-être de futurs employeurs, en tout cas de faire parler de vous. Vous avez des associations, il y en a une ici, c'est Oser quelque chose, Oser 78, voilà, par exemple, qui vous proposez, vous orienter sur différentes formations, des personnes en tout cas qui pourront vous renseigner. Vous avez des hackathons, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors là, pareil, attention, des hackathons, en fait, ce sont des concours de développement, entre autres. Donc on va vous dire, voilà, en très peu de temps, vous allez avoir un projet, je vous donne un vrai projet. Par exemple, comment stopper net un drone qui survolerait une zone, une zone interdite. Donc effectivement, on lance un hackathon avec des partenaires comme EDF, etc. Et parmi les meilleurs projets, donc on développe des logiciels, d'autres drones qui ont essayé d'attaquer, etc. Les meilleurs projets reçoivent une rétribution financière, donc c'est un vrai concours. En plus, lorsqu'ils sont gagnants, ils sont mis en avant par rapport aux partenaires, par rapport aux sponsors, etc. Donc ça peut être un bon moyen de vous faire connaître si vous avez une idée, si vous voulez participer. Par contre, attention, c'est aussi un moyen de vous faire travailler gratuitement. Ben oui, parce que si vous êtes à 99% du succès, vous ne gagnerez rien. Hein. Si vous n'êtes pas parmi les 2, 3, 4 premiers, enfin, en fonction du concours. Donc faites attention. Par contre, je pense que ça peut être intéressant pour des courtes durées, 2-3 jours. Voilà, et puis pensez à protéger aussi vos créations au fur et à mesure. Mais là, bon, c'est un autre chapitre.
Et enfin, vous avez les livres et les e-books qui existent pour se former. Alors maintenant, sur les Kindle, sur Internet, vous avez de quoi faire. Ça, je pense que vous en avez conscience. Alors, comment étudier son projet de formation par rapport à un métier? Donc, vous visez un métier. Voilà, je veux être infographiste 3D AutoCAD. Paf, voilà, je veux faire ça. Tac. Et du coup, après, vous dites, mais est-ce que je pourrais faire autre chose, voilà, si je m'oriente là-dedans? Et vous avez un outil qui est pas trop mal. Avant, c'était, je me souviens bien, il y a très très longtemps, c'était dans les livres, les ROM, là, c'était 4e livre du ROM à la fin, voilà, c'était indiqué. Là, vous avez en ligne sur le site de Pôle emploi, donc vous tapez le nom de votre métier, et vous pouvez voir immédiatement quels sont les emplois proches ou les emplois envisageables si évolution. Et du coup, je donne un exemple, si vous êtes marionnettiste, vous dites qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux faire aussi de la voix off, ah, je peux faire du cinéma, etc. Enfin voilà, il vous sort tout un tas d'emplois envisageables par la suite. Ça permet de savoir si vous n'êtes pas aussi dans une impasse par rapport au choix que vous avez pris. Voilà, bon, j'ai pu vérifier le timing, mais je suis dans les temps. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc on a vu quel était le marché, on a vu comment se former. Non, j'aimerais revenir à une petite chose aussi, c'est Internet, l'évolution d'Internet, parce que c'est primordial aujourd'hui dans la façon dont l'emploi a changé, dont les outils ont changé pour trouver du travail, pour travailler même. Donc on va voir 3 petits points ensemble. On va voir l'évolution du web, les services d'aide à l'emploi, les réseaux sociaux professionnels. Alors pour ce qui est de l'évolution du web, ARPANET et le Minitel en 80. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle le Minitel s'est arrêté en France? 2014, 2015, 2-3 ans. Alors, je crois que ça s'est arrêté à peu près en 2012. Donc voilà, ça s'est arrêté il y a très peu de temps. Et effectivement, on était un petit peu en avance, mais on n'était pas au même diapason, on n'avait pas les mêmes normes que tout le monde, donc malheureusement, ça a dû s'arrêter. Comment? Comme d'habitude, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais voilà. Donc il faut savoir par exemple qu'en 2003, en France, ça représentait 47% des revenus de l'ensemble Télétel ou d'Hôtel Internet. Après, on voit une petite évolution, mais on se rend compte finalement que Google, en 98, c'est quand même assez récent. Et puis, qui se souvient des anciens, des premiers moteurs de recherche, etc., qui existaient avant? Voilà. Voilà. Oh, mais il y a un informaticien dans la bande. Infovista. Voilà, donc c'est des choses quand même qui sont, enfin quand on voit les dates, qui sont quand même assez récentes. Et quand on dit Google, c'est le géant du monde, etc., patati patata, je me dis peut-être que demain il y aura un remplaçant. On ne le sait pas encore, mais voilà, il n'est pas impensable que, heureusement ou malheureusement, on verra qu'il y ait effectivement une évolution. Wikipédia, Facebook, Twitter, Uber, qui a fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs maintenant, c'est devenu presque un verbe, ubériser. Alors, voilà, d'ailleurs, on entend beaucoup parler d'entreprises, de patrons qui disent voilà, bon, je fonctionne comme ça, allez-y, ubérisez-moi. Voilà, par exemple. Donc là, tout ça, c'est une évolution qui est rapide et en même temps, on voit qu'on change les façons de travailler des gens en même temps. À chaque fois qu'une entreprise s'implante, ça change la façon de voir le monde. Quand eBay en 95 s'est lancé, on a dit mais personne ne payera par Internet, s'en fout. Et voilà. Et d'ailleurs, une petite phrase qui est reprise dans de nombreux magazines, dans de beaux ouvrages, c'est qu'on considère que le développement du réseau Internet entraîne un bouleversement sans précédent depuis l'apparition de l'imprimerie. Alors c'est vrai que l'imprimerie, ça s'est étalé dans le temps un petit peu plus longtemps que ce qui n'est arrivé Internet, mais quand même Internet, c'est arrivé, je dirais, plutôt dans les années 80. Donc finalement, on a eu le temps de... Non, peut-être pas. Et oui, je voulais donner aussi un exemple par rapport au métier lié à Internet, de la complexité aussi du métier. C'est que lorsqu'on était en 1995, on voulait postuler un emploi de webmaster, attendez, est-ce que vous connaissez, ça s'appelle le langage qui permet de composer des sites Internet, ça s'appelle le langage HTML. Vous demandez, vous maîtrisez le langage HTML? Oui, bien sûr, chouette, vous êtes embauché. Bon, ça c'était en 95. En 2015, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, on a 2 couches différentes. On a, si on est web développeur ou web designer, voilà, si on s'occupait plutôt du design ou plutôt de ce qu'il y a dedans. Et par exemple, pour un web développeur, ben, c'est plus que le langage HTML, on demande plein de choses. Alors, le langage HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, ASP. Donc ça fait quand même un package assez long. D'ailleurs, maintenant, on demande est-ce que vous êtes full stack? Voilà, c'est le truc, le nouveau terme à la mode, c'est est-ce que vous maîtrisez toutes les couches full stack? Ah oui. Donc vous arrivez, vous dites oui, je suis web. Alors si vous voulez être, oui, je suis web développeur full stack. Monsieur Vasseur qui me l'a dit. Et malheureusement, alors, quand je dis full stack, c'est qu'il n'y a pas de norme, hein, donc ça ne veut rien dire. Hein, malheureusement, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez ceci, cela, ça veut dire que vous maîtrisez toutes les couches. Les services d'aide à l'emploi qui existent aujourd'hui, pareil, si vous
faites un petit coup de Google pour tomber à peu près sur les mêmes sites. Alors il y a un site qui regroupe les statistiques des différents sites d'aide à l'emploi, qui s'appelle Job Board Finder, qui vous permet de voir à peu près le nombre d'offres, le nombre de CV et le nombre de visites par mois. Donc vous voyez qu'il y a des fois une petite différence entre le nombre d'offres et le nombre de visites par mois. Donc moi je me dis, vu que il faut peut-être aller sur des sites où il y a beaucoup d'offres et peu de visites, comme ça j'ai plus de chances qu'on me voit, ou inverse. Voilà, du coup ça peut être sympa. Les services d'aide à l'emploi. Alors ça, je pense que vous avez déjà la possibilité de faire une veille sur Internet. Je pense que tout le monde a googlé. Je sais que monsieur a déjà googlé Cédric Vasseur sur Internet. Est-ce que vous avez déjà googlé vous-même sur Internet? Certainement. Et donc du coup, ça vous permet de voir si vous êtes visible. Et puis après, vous dire aussi, même par rapport à mon métier, si vous avez une petite page sur Viadeo, etc., avec des mots-clés intéressants, est-ce qu'on me voit moi? Puis vous voyez, ah ben non, on ne me voit pas, je disparais. Pourquoi? Donc pareil, il faut voir, repenser ces mots-clés, voir si vous pouvez communiquer d'une façon différente. Faire de la veille. Vous avez un outil qui s'appelle Google Alert qui est très sympathique. Lorsqu'on parle de vous, hop, vous pouvez recevoir une petite alerte et vous avez des petits logiciels qui s'ajoutent dans votre navigateur qui vous tient informé lorsque une page d'un site, par exemple d'une entreprise que vous voulez surveiller, vous avez la page des offres d'emploi, vous voulez absolument travailler chez une dernière société à la mode qui fabrique des drones, etc. Hop, vous voyez qu'il y a une nouveauté, hop, vous êtes tout de suite au courant. Vous avez la possibilité aussi, grâce à Internet, de vérifier votre présence dans les réseaux sociaux, sites Internet, etc. De suivre, on en a déjà parlé, tout ce qui est tutoriel. Et aussi, une chose qui est très à la mode, moi je pense que d'ici quelques années, maintenant, avant on demandait la photo voilà, dans les CV, etc. Maintenant, ce qui va être vraiment, maintenant on demande à mettre le CV en ligne. Et je pense que l'étape d'après, ça va être d'avoir sa présentation sur YouTube. Donc voilà, bientôt avoir peut-être une cabine chez Pôle emploi, etc. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont demandées, en tout cas, en tout ce qui est téléconférence ou visioconférence, quand vous avez des employeurs ou des clients qui sont situés un petit peu loin, etc., et qui veulent vous voir, ça dépend de votre métier. Si effectivement vous avez un métier où vous n'avez pas de présence physique, où le client ne vous voit pas, c'est moins intéressant de vous voir. Par contre, si vous êtes commercial, si vous êtes formateur, etc., on peut se voir sur Skype, on peut voir si vous avez pas une tête un peu bizarre. Voilà. Du coup, la personne peut vous voir, vous pouvez lui parler en face à face. Il ne faut pas oublier que 80% de la communication se fait sur des non-dits. Donc c'est aussi important. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de faire votre propre publicité. Alors, ça dépend de ce que vous faites. Si effectivement vous êtes auto-entrepreneur ou quoi, vous proposez un service ou un produit, vous pouvez le faire. Mais il y a des gens aussi pour des CDD, et des CDI surtout, qui sont lancés dans des pubs qui ont essayé de s'enchérir sur eBay. Voilà mon CV, achetez-moi. Et donc ça fait un petit coup de pub. Ils n'ont pas pu acheter physiquement la personne, c'est interdit. Mais en tout cas, ça fait son petit coup de pub. Donc il faut trouver encore la nouvelle idée, parce que ça c'est fait, il faut trouver autre chose. Puis un dernier conseil aussi par rapport à Internet, c'est de ne pas oublier de cibler ce que vous voulez faire, parce que c'est bien que vous voulez être développeur, oui, mais dans quel domaine, il y en a tellement. Et du coup, pouvoir chercher quelles sont les sociétés qui vous intéressent, plutôt que vous éparpiller un petit peu partout. Et parmi les réseaux sociaux professionnels qui existent, vous avez une petite liste là, Viadeo, Indeed, LinkedIn, Xing, un petit peu moins connu. Vous avez des réseaux spécialisés, par exemple dans la santé, vous en avez beaucoup. Alors, on ne peut pas s'en rendre compte quand on n'a jamais fait la recherche, mais vous avez beaucoup de réseaux sociaux spécialisés dans le monde de la santé et du travail. Vous avez aussi des réseaux locaux aussi qui sont importants, comme le réseau OSE 78, je suis sponsorisé. Vous avez des réseaux aussi par ville, par pays, par quartier. Alors des fois il faut chercher parce qu'effectivement il n'y a pas forcément une très grande visibilité, parce que je ne sais pas, ils ont peur que la ville voisine vienne chez eux ou quoi, mais il faut se renseigner des fois directement en mairie pour avoir l'info. Moi j'ai remarqué qu'il y a des choses que je découvre de temps en temps dans certaines villes et il faut aller sur place, sinon on n'a pas l'info. Et dernier conseil, pour tout ce qui est réseaux sociaux professionnels, vérifier et essayer d'étudier comment vous pouvez être présent sur tous les réseaux sociaux pour éviter, par exemple, j'ai piqué le nom de Cédric Vasseur au cycliste. Par exemple, Cédric Vasseur, sur Twitter, c'est moi, c'est pas le cycliste. Mais du coup, on me demande si je fais de la bite. Ah, ça c'est Cédric Vasseur qui nous téléphone. Je donne aussi quelques pistes, parce que c'est vrai que là, même demain, ça peut aller vite. Sur les nouvelles technologies à suivre, alors vous avez effectivement la voiture autonome, le drone, la robotique, la cobotique, donc c'est comment avoir un emploi qui est assisté d'un robot.
Vous avez l'impression 3D. Alors, par contre, l'impression 3D, je pense qu'il y a à un moment donné un petit effet de saturation. Enfin, on en parle tellement, on en fait tellement que voilà, je me pose des questions. Enfin, personnellement, c'est mon point de vue. Tout ce qui est intelligence artificielle et big data, cloud computing, alors là, on recrute en masse. Il y a un manque de main-d'œuvre, on va dire intellectuelle sur le sujet. Donc si c'est des choses qui vous intéressent et que vous êtes doué justement avec les Rubik's Cube, mais imaginez d'avoir des numéros à la place des couleurs, moi je vous conseille vivement de vous intéresser à ces 3 domaines. Alors pour faire une petite différence entre Big Data et Cloud Computing, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler, bon, le Big Data c'est des grosses données, voilà. Ça c'est clair. Et Cloud Computing, c'est la capacité à faire un calcul, non pas sur mon ordinateur qui est là posé sur le bureau, mais dans un nuage de données, sur un serveur, sur des serveurs distants. Donc ce qui me demanderait, par exemple, sur mon ordinateur là, qui demanderait des jours de calcul, je pourrais l'avoir en quelques secondes, par le biais d'une division par 1000, 2000, 3000 machines, par exemple. Pour se tenir aussi informé, pour voir qu'il y a des choses incroyables aussi qui se passent pas loin de chez nous. Par exemple, vous avez un véhicule autonome qui a sillonné le centre-ville de Versailles le 6 et 7 novembre 2015. Vous étiez au courant? Oui. Ils sont forts chez OSE 78. Ah, on est dans l'actualité. Ouais, je vois ça. Et la Google Car, donc 6 ans d'expérience, 1,6 million de kilomètres, 20 voitures, et j'ai dû mettre à jour dernièrement, aucun accident, sauf un accrochage avec un bus. Alors, comme je suis plutôt pro nouvelle technologie, j'ai mis 3 km/h. Effectivement, c'est la voiture de Google qui roulait à 3 km/h, mais le bus roulait à 15. Donc on additionne normalement 15 plus 3 pour connaître la vitesse de l'accident. Mais voilà, en tout cas, sur le nombre de millions de kilomètres parcourus, ça reste quand même exemplaire. Une autre chose, une petite parenthèse, c'est quand un robot commet une bévue, une toute petite boulette, on le pardonne beaucoup moins qu'un être humain. Statistiquement, si on se rend compte qu'un être humain a une chance sur 2 d'avoir un accrochage à tel endroit, on dit wow, c'est normal, c'est un être humain. Par contre, le robot, il a 0,1%. Là, non, c'est impardonnable. Voilà. Et ça se revoit beaucoup. Il y a une petite illusion intellectuelle qui est intéressante à étudier là. Enfin, vous n'avez pas que Google et VDCom qui travaillent dessus, vous avez Volvo et l'essentiel des constructeurs qui se lancent dans l'aventure. Alors il faut savoir que ça coûte très cher à développer, ne serait-ce que le petit radar, c'est pas un radar, c'est un lidar qui est placé sur les voitures de Google. Vous pouvez acheter une centaine de voitures rien qu'avec le radar, c'est très très cher. Une centaine, je ne suis plus tout à fait sûr, mais ça coûte très très cher. Et enfin, les drones. Alors à quoi ça sert un drone? Parce qu'un drone, c'est le truc, on s'imagine le truc qui vole dans tous les sens, qui prend des photos. Ça ne sert pas qu'à ça. Par exemple, vous avez des drones défibrillateurs. Donc ils ont fait des essais autour d'un lac. Donc effectivement, trop long pour accéder à l'autre bout du lac. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie un drone. Donc, arrivé sur place, il y a quand même un opérateur de l'autre côté qui voit ce qui se passe parce qu'il y a des caméras. Et on a une partie qui permet de défibriller la personne, donc de choquer pour pouvoir faire repartir le cœur. Les drones à la SNCF et EDF, d'ailleurs, ils embauchent aussi des personnes qui veulent se spécialiser dans le domaine pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème en fait, sur les lignes de chemin de fer ou sur les lignes électriques dans des zones qui sont un peu périlleuses pour des êtres humains. Vous avez des drones sauveteurs en mer, donc on a fait des essais aussi, le drone qui part, qui balance sa bouée, mais il est plus rapide qu'un être humain. Encore faut-il être équipé. Des drones contre la déforestation. Alors ça, c'est des anciens de la NASA qui sont penchés sur le problème. Effectivement, maintenant, on a des drones qui sont capables de catapulter sous la terre des graines à des endroits où on manque d'arbres. Et donc, ça pourrait être une solution pour reboiser des zones qui commencent à être un peu vides. Ensuite, vous avez des drones de surveillance des incendies. Vous avez des drones de surveillance aussi tout court, qui existe maintenant dans des maisons, des zones sécurisées. Bon, c'est plus encore un petit peu gadget, quoique sur des lignes de démarcation militaires, on a des drones qui mitraillent, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Vous avez des drones pour l'analyse des vignes aussi, pour voir quels sont les endroits où ils ont besoin de plus ou moins d'eau, de tel ou tel produit. Vous avez des drones pour le tourisme, le cinéma, ce sont ceux qu'on entend le plus parler. Juste pour info, un drone, c'est pas qu'un quadricoptère, il y a des drones aussi qui volent, qui roulent, qui grimpent, qui rampent, etc. Donc vous avez différents types de drones, et par exemple, il y a quelques temps, il y a un drone qui a failli s'écraser, qui venait de Belgique aussi, c'était la taille d'un petit avion. Donc voilà, les drones de différentes tailles, c'est pour donner un petit peu l'ordre de grandeur. Enfin, un autre domaine aussi qui avance beaucoup, c'est la robotique. Il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, dans le marché du robot, il y a peu, finalement, de robots qui ont ne serait-ce que des détecteurs. C'est-à-dire qu'un robot qui travaille à la chaîne pour
montage d'une voiture, il va prendre un objet, le pousser, etc., le visser, le souder et passer à la suite. Depuis peu, on commence à avoir des robots intelligents avec des détecteurs qui peuvent travailler avec des êtres humains autour, parce qu'en général, on a des marquages au sol, des grilles, etc., pour éviter de s'approcher du robot pour ne pas se faire empaler, ça serait dommage. Et il y a des sociétés qui travaillent à des robots qui vont au-delà de ça, qui sont assez connus. Vous avez Asimo, c'est un robot bipède qui court, qui monte, qui vous sert votre boisson favorite. Vous avez le robot d'Atlas de Google qui dernièrement a été très amélioré. Et vous avez Big Dog aussi pour montrer qu'il n'existe pas que des robots à 2 pieds, donc c'est un robot chien. Et pour donner un ordre d'idée, vous avez le robot à droite de l'image. Donc je parlais de cobotique tout à l'heure. Alors je vous ai parlé par exemple du Venus Pro, c'était le deuxième, c'est le robot capable de poser un cathéter. Il faut savoir aussi que par exemple vous avez le Da Vinci. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez, ça équipe plusieurs hôpitaux. C'est un peu comme un gros jouet pour chirurgiens. Ça permet en fait de manipuler avec des pinces et des choses, d'avoir une précision sans tremblement des différents actes chirurgicaux. Il y en a 1750 qui sont vendus à travers le monde et ça permet de faire certaines opérations qui sont très difficiles à faire autrement. Vous avez des robots infirmiers aussi, par exemple Asimo, que vous avez vu juste avant, qui est prévu normalement pour apporter des médicaments. Vous avez un psychologue virtuel. Je parlais tout à l'heure du côté humain, etc. Vous dites pourquoi un psychologue voilà, ils l'ont pensé, c'est surtout pour l'envoyer au combat, pour éviter qu'effectivement qu'il y ait un psychologue civil qui aille au front. Donc le militaire qui est un petit peu secoué, ou très secoué, et pourra avant pouvoir parler avec son psychologue virtuel qui lui demande si tout va bien avec un air compatissant, et va se sentir plus soulagé, en théorie. Donc voilà, vous avez aussi une chose qui est en train de décoller au Japon beaucoup, c'est les exosquelettes d'assistance à l'effort. Donc ce sont vous avez déjà vu Iron Man, ben c'est ça, en gros c'est ça, mais en plus léger, donc ça vous permet de soulever des charges très lourdes avec un moindre effort. Donc vous en avez des électroniques avec des moteurs, vous en avez aussi des mécaniques. Il y a une société française qui en a fait des très bien en mécanique. Et autre mesure de rendre les choses plus légères aussi, ça permet de moins se fatiguer. C'est-à-dire que dans une chaîne de montage, à manipuler des objets assez lourds, si vous avez une ossature autour de vous qui permet de faciliter les mouvements, vous gagnez en confort et en santé. Et enfin, je parle de l'impression 3D pour dire que c'est pas quelque chose de nouveau. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est très accessible, c'est pas cher. Voilà, on peut acheter demain, bon, ça coûte quand même quelques euros, mais on peut acheter une imprimante 3D et commencer à faire des figurines pour toute sa famille. Mais ça date en fait des années 1970, les débuts expérimentaux. Et aujourd'hui, voilà, je ne me souvenais plus que j'avais mis ça ici, on est capable d'imprimer des maisons, donc en 100 heures de travail, 150 mètres carrés, avec du béton à base de produits locaux à faible coût. Et ça, c'est la première maison qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on pourra faire la même chose en moins de temps, on peut s'imaginer par la suite. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans la BTP. Non. Voilà. Ou bientôt, peut-être. Et enfin, une chose aussi à surveiller par rapport au monde de l'emploi, c'est l'intelligence artificielle qui arrive sur le marché. Donc pour donner un petit peu l'ordre d'idée de ce qui est possible de faire, vous avez Watson, c'est l'intelligence artificielle de chez IBM, c'est carrément un service maintenant aujourd'hui à part, qui est capable de gagner à Jeopardy, bon, c'est bien, c'est rigolo, mais qui est capable aussi de diagnostiquer des cancers du poumon avec un taux de succès de 90%. C'est-à-dire qu'on est capable de lui envoyer des images, de lui parler, etc. Et il est capable de ressortir les statistiques ou les informations de façon plus précise que presque un chirurgien. Au niveau de la langue aussi, on m'a dit que les diagnostics de la langue étaient devenus plus performants qu'un être humain. Et en 2015, au 11 novembre, ils ont fait courir un aveugle. Donc il y avait pour seule indication en fait, ce que le Watson lui disait à l'oreille et une caméra pour que effectivement l'intelligence artificielle voit ce qui était en train de se passer devant lui. Donc imaginez de pouvoir faire courir un aveugle, c'est quand même assez fort. Et en 2015 aussi une chose qui pourrait révolutionner bientôt la façon même dont les ordinateurs fonctionnent, c'est ce qu'on appelle l'ordinateur quantique, qui est capable de calculer 100 millions de fois plus vite qu'une machine classique. 100 millions de fois plus vite, ça voudrait dire quoi? Imaginez que j'ai un ordinateur là, je veux qu'il soit 100 millions de fois plus vite, j'ai 100 millions d'ordinateurs identiques comme ça dans la pièce, ça déborde, hein. Je ne sais pas, on a surtout Versailles, etc. Donc c'est énorme et ça pourrait changer, alors ça reste encore du prototype, taille expérimentale, on peut plutôt orienté pour certains types de calculs, mais dans peu de temps, ça pourrait changer la façon dont on fait des calculs. Des choses qui sont aujourd'hui encore incapables, qu'on est incapable de faire d'un point de vue calculatoire, avec ça, on pourrait le faire. Enfin, le big data, juste pour donner un ordre d'idée de ce que c'est, de comment ça marche,
c'est qu'effectivement on parle aussi de l'âge d'or de la surveillance avec le big data, on peut savoir tout ce que vous faites. J'ai pris le métro, j'ai payé avec ma carte vitale, j'ai payé avec ma carte bleue, j'ai décroché mon téléphone, etc. Tout ça, ça peut faire partie d'un nuage de données qu'après est récolté pour mieux connaître vos habitudes de vous ou de la population, pour pouvoir aussi peut-être mieux vous surveiller mais aussi vous contrôler. C'est des appropriations monopolistiques de certaines sociétés comme Facebook, Twitter, Google. D'ailleurs, il y a des films de science-fiction qui disaient oui, maintenant, aujourd'hui, plus besoin de surveiller ou d'espionner la population s'espionne elle-même. Donc c'est un petit peu des fois ce qui arrive, on sait ce que le voisin a mangé le midi. Vous avez la possibilité aussi dans les choses positives, de détecter par exemple des maladies contagieuses, notamment par les réseaux sociaux. Quand quelqu'un commence à avoir la grippe, une personne va en parler forcément à un moment donné sur Facebook, Twitter ou autre, et là, tac, 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 on arrive à avoir des cartes, du coup, pour savoir d'où vient la grippe, à avoir des prévisions plus rapides et plus précises que ce qu'on pouvait avoir avant. Et grâce au croisement de données médicales et traitements médicaux, ça nous permet d'avoir des traitements médicaux plus personnalisés, plus précis, pour pouvoir, parce que c'est vrai que demain vous avez mal à la tête, on va vous donner le même médicament pour deux personnes qui ont mal à la tête, qui ont à peu près le même symptôme, et là demain on va pouvoir donner des médicaments un petit peu différents pour pouvoir cibler un petit peu plus la personne, ce qui n'est pas forcément possible aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir des prédictions plus fines, et puis on a aussi l'avènement de l'open data, bon, ça va être des administrations qui aujourd'hui ouvrent leurs données à l'ensemble de la population pour en faire ce que vous voulez. Et enfin, bon, là je passe rapidement, c'est le cloud computing, c'est pour faire juste la différence entre big data et cloud computing. Cloud computing, là ça fait du calcul. Donc juste avant, hop là, on est en train de stocker de l'information, après on va les étudier, etc. Et cloud computing va permettre de calculer, de faire des calculs effectivement sur ces données, faire des choses qui demandent un temps phénoménal. Vous pouvez le faire du coup dans le nuage de façon très rapide. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, le film Transformers, juste parlant d'images de synthèse par exemple, il faudrait 16 000 ans pour calculer les images du film. 16 000 ans, ça fait assez long. Donc c'est de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, un truc comme ça, enfin, c'est extrêmement long. Et pour donner aussi une idée du temps qu'on a gagné avec l'évolution des nouvelles technologies, c'est le séquençage du génome humain qui prenait 10 ans et qui demande une semaine aujourd'hui. Ce qui nous amène à la fin de mes diapositives. J'espère que vous avez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. Si vous voulez retrouver l'ensemble des diapositives et dans peu de temps, je ne sais pas encore quand, la vidéo de cette présentation, vous avez l'adresse du site internet qui est là et vous avez un magnifique QR code aussi que vous pouvez scanner. Et je vais laisser place à mon confrère après et je reste là pour répondre à vos questions s'il y en a. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci.